c'est maintenant le temps de l'atelier Vention pour toutes les entreprises dans le domaine de la transformation alimentaire qui nous écoutent aujourd'hui. On a une belle atelier, en fait, sur la conception, le déploiement et l'opération d'un palettiseur. On le sait de plus en plus dans les premiers projets que les entreprises pensent à s'automatiser, eh bien, ils regardent surtout pour installer des systèmes de palettisation. Puis on le sait, il en existe plusieurs sortes de systèmes de palettisation et c'est pourquoi qu'on a invité aujourd'hui Patrick Tawaji de chez Vention qui va faire un plaisir. En fait, Patrick va se faire un plaisir de venir nous expliquer les différences, nous présenter des cas clients, ainsi de suite. Patrick, on sait que tu t'occupes de chez Vention, tu es directeur des applications chez Vention. En fait, je pense que tu es là depuis les débuts de chez Vention, tu as participé à sa croissance, vous êtes une entreprise en pleine croissance présentement. J'aimerais aussi que tu nous parles un peu de Vention rapidement. Après ça, je vais te laisser débuter ton atelier, Patrick. OK, absolument. Merci beaucoup, Carl. Ça fait plaisir d'être là. Donc, comme tu l'as dit, je suis le directeur des applications chez Vention. Donc, Vention, c'est une plateforme de fabrication en ligne. On est une entreprise montréalaise. Donc, en fait, ce qu'on offre, c'est une plateforme en ligne où on peut concevoir ses propres équipements à partir de, un peu comme des Lego industriels, donc des pièces modulaires qui nous permettent de bâtir des structures et des machines automatisées. Et donc, à partir de ça, on peut ensuite commander nos machines, nos systèmes directement en ligne. Et donc, on va évaluer un de ces types de machines aujourd'hui, donc les palettiseurs. Donc, comme Carl l'a dit, ça va être la conception, le déploiement et l'opération d'un palettiseur. C'est sûr qu'on va se concentrer un peu sur les solutions de Vention, mais on va quand même garder un aperçu assez général. Donc, l'agenda pour aujourd'hui, on va évaluer et donner contexte un peu aussi sur c'est quoi la palettisation et sur un projet, si c'est ça qu'on considère de faire. On va ensuite configurer la cellule en assumant qu'on a pris la décision qu'on veut commencer un projet de palettisation. Ensuite, on va regarder les options de préhenseur. C'est un élément tellement important que je voulais passer un peu plus de temps là-dessus. Puis finalement, en assumant que on a tout bien configuré, on a tout sélectionné, on a acheté notre cellule ou on pense l'acheter, ensuite, ça ressemble à quoi quand je veux déployer et opérer cette cellule? Donc, je voulais juste éclaircir un peu ça ressemble à quoi, aussi montrer comment ça fonctionne avec Vention. Puis finalement, on va finir avec des études de cas avant de passer au groupe de discussion dans l'usine bleue. Donc, en premier, l'évaluation d'un projet de palettisation. Donc, voilà une photo, quand même un système assez automatisé, donc d'emballage à l'encaissage, voilà la palettisation et peut-être même l'emballage de palettes. Donc, la palettisation, juste pour la mettre en contexte, donc c'est typiquement une des dernières étapes avant qu'un produit quitte l'usine. Donc, un système comme ça sera peut-être familier pour certains d'entre vous qui ont déjà beaucoup d'automatisation, une ligne comme on le voit. C'est sûr que ça peut ressembler un peu juste, ça peut aussi être très manuel. On peut voir beaucoup d'opérateurs et c'est peut-être même des boîtes qui sont poussées au final à la main dans le palettiseur. Ça varie vraiment, on voit de tout. C'est juste qu'au final, donc la palettisation, si on pense au processus manuel, les boîtes sont placées sur une palette suivant un motif simple. Donc, on va faire des layers sur la palette pour ensuite l'expédier. Pourquoi est-ce qu'on automatiserait cette palettisation? Comme on le voit avec notre ami qui s'est peut-être fait un peu mal, c'est une tâche répétitive, c'est ennuyeux, ça pose des risques élevés de blessures. Ça rend ça difficile de trouver et fidéliser la main-d'œuvre. Et donc, c'est quelque chose de très répétitif. Et si c'est avec des boîtes lourdes, c'est sûr que si je fais le même mouvement tout le temps, ça va peut-être me causer des blessures chroniques. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on veut éviter. Donc, ça, c'est au niveau de la sécurité. Il y a aussi au niveau opérationnel et au niveau un peu plus business, quand on a des capacités qui sont un peu plus basses, voire jusqu'à environ 10 watts par minute, il n'y a pas beaucoup de solutions qui sont dans ce créneau qui vont avoir un rendement de projet qui est super intéressant, mais ça reste vraiment jusqu'à ce 10 watts par minute. Comme on le voit, j'ai créé un scénario relativement simple qui montre que ça peut perturber énormément les opérations. Donc, comme on le voit, le jaune où on attend pour les boîtes et le bleu où on met les boîtes, en fait, ça change chaque 2 minutes ou peut-être chaque 30 secondes, dépendamment de combien vite les boîtes vont. C'est difficile à justifier, mettre un employé dédié sur cette ligne. Je veux dire, ils sont en train, comme on le voit, la moitié du temps, ils sont en train de faire rien. Même s'ils attendent pour que les boîtes
viennent s'empiler. Donc, on peut penser d'un gros bloc jaune suivi d'un gros bloc bleu. Au final, on va peut-être toujours être en train de juste avoir le temps de 5-10 minutes pour faire une autre tâche. Donc, ça perturbe beaucoup de devoir peut-être marcher d'un autre endroit dans l'usine pour aller se rendre pour la palettisation. Donc, voici vraiment deux raisons assez importantes pourquoi est-ce qu'on voudrait automatiser la palettisation, même si on n'est pas une grande entreprise qui a un énorme débit de produits, ou peut-être si c'est pour une ligne secondaire qui a un débit un peu moins important. Et comme je l'ai mentionné, donc la rentabilité peut être facile à estimer aussi. On a des outils qui permettent de montrer ça. On peut se bâtir des scénarios assez facilement qui peuvent montrer qu'on peut avoir un break-even dans moins que 12 mois. Donc quand même assez intéressant en termes de rentabilité. Ensuite, donc assumons qu'on a pris cette décision, que ça a du sens pour nous de automatiser une des lignes de produits qu'on a pour mettre un palettiseur automatique. Donc ensuite, on veut configurer la cellule. Donc on a deux options de palettiseurs. Donc on peut voir les palettiseurs cartésiens et les palettiseurs robotiques. On a une petite vidéo à vous montrer qui pourra élucider un peu certains des points. Donc avec le palettiseur cartésien, c'est nommé parce que c'est des axes linéaires, donc cartésiennes. Donc c'est un robot linéaire comme ça qui va bouger et qui va mettre des produits sur une palette d'une façon régulière comme on le voit. Il y a plein de différentes options. Je veux dire, on ne doit pas nécessairement avoir quelque chose qui tourne au bout. Ça peut être juste 3 axes. Comme on voit, on a des panneaux de chaque bord. On a un convoyeur ici qui rentre d'en arrière à gauche. C'est sûr qu'on peut le configurer de venir d'en arrière ou de la droite. Et comme on le voit quand même, ça peut être une machine assez imposante. C'est sûr que si on met plus qu'une palette, ici dans la config avec 2 palettes, ça peut prendre de la place. On peut même penser à des systèmes où on met plus que 2 palettes. C'est pas impossible. Et donc, au final, une solution comme ça va quand même être assez bon pour des charges qui vont monter à des poids assez importants. Et même la forme qu'on voit du produit ici, c'est une forme un peu bizarre. Ça serait peut-être quelque chose d'un peu bizarre pour un robot de manipuler, puisque ça va avoir une inertie un peu bizarre. Donc, voilà un palettiseur cartésien. Pour le palettiseur robotique, donc ici, au fait, on voit un robot Doosan, donc un robot collaboratif, qui est en mode collaboratif, au fait, donc il n'est pas en train de bouger très vite comme on le voit. C'est sûr qu'il peut aller plus vite, mais quand on rentre dans ces situations, il faut penser à mettre des systèmes de sécurité autour. Et quand on a un système de robotique comme ça, on peut voir encore une fois un préhenseur qui te vacuum avec des ventouses. Et puis, qu'est-ce qui peut être super intéressant ici? On voit que juste à l'œil, si on voit des extrusions bleues Vention, il y en a beaucoup moins. C'est une structure beaucoup moins imposante, ça prend beaucoup moins de place, on peut accéder de n'importe quel côté. Donc, c'est sûr que ça va nous permettre un accès beaucoup plus facile à la machine et aux équipements qui sont autour. Et ces solutions aussi sont conçues pour être assez amovibles. Donc, on peut en fait bouger, on peut ramasser cette cellule et on peut aller l'amener peut-être à une autre ligne. Donc, en fait, on peut penser que si on n'est pas en train de rouler toutes les lignes tout le temps, peut-être on peut être en train de palettiser sur un jour et ensuite, ou peut-être pour quelques semaines, et ensuite on va l'amener à l'autre ligne pour la faire rouler sur l'autre ligne. Donc c'est une possibilité avec celle-là. Donc, si je comprends bien, Patrick, moi, si je suis une entreprise dans le domaine de la transformation alimentaire, à titre d'exemple, et je fabrique des muffins et au bout de ma ligne, j'ai mis mes muffins dans des boîtes, évidemment. Puis là, je veux palettiser toutes ces boîtes-là qui finissent en fin de ligne. Quel système me conviendrait le mieux? Est-ce que ce serait le cartésien ou le palettiseur robotique? Très bonne question, Carl. Donc, au fait, pour les muffins, ça pourrait être l'une ou l'autre. Il y a plein de facteurs qui rentrent là-dedans. C'est sûr qu'avec le poids des boîtes, typiquement, un palettiseur cartésien va pouvoir lever plus. Donc, on va avoir une charge maximale qui est plus élevée. Si on peut rester avec les palettiseurs robotiques, par contre, surtout comme on le voit ici, ils vont être peut-être plus rapides. Surtout quand on pense d'un seul pic à la fois, c'est sûr qu'un palettiseur robotique, le bras robotique, il doit bouger des distances normalement plus petites, il va bouger plus vite. Donc ça serait un des enjeux, ça serait la taille de la boîte, ça serait le poids de la boîte, ça serait aussi la vitesse à laquelle le produit sort. Donc, quelques-unes des considérations. J'imagine aussi, Patrick, que l'emplacement, l'espace que j'ai dans mon usine aussi ça doit être un facteur qui joue aussi pour le choix du type de palettiseur aussi qu'on doit mettre en place. Hein?
Absolument. Donc, comme on le voit à gauche, je veux dire, ça va prendre plus de place. Comme on le voit à droite, il n'y a pas d'enceinte de sécurité nécessairement. Encore une fois, ça se peut qu'on doive en rajouter, mais c'est sûr que si on est restreint dans l'espace qu'on a, une solution de palettiseur robotique, donc de robot collaboratif, peut être très intéressante. Absolument. OK. Merci. Et puis, ouais, absolument. Et puis, dans les configurations de palettiseurs cartésiens aussi, même chose avec la robotique. Je voulais juste faire un survol pour montrer qu'il y a différentes configs de machines aussi qu'on peut penser. L'architecture de la machine reste à peu près la même dans les deux cas. C'est juste qu'on va aller chercher des solutions où peut-être il y a une palette simple ou une palette double ou peut-être 3 palettes, 4 palettes. Avec les palettiseurs robotiques, on peut aussi penser à avoir 2 robots côté à côté avec 4 convoyeurs qui rentrent. Je veux dire, c'est assez flexible de comment on peut les configurer. On peut mettre des chargements et déchargements de palettes automatisés aussi. Donc, c'est toutes des options qu'on a dans ces configurations. Quand on fait nos choix de sélection, donc il y a certains critères qu'on va vouloir garder en tête. Donc, en voici 4. Donc, un survol de cela, ça serait la caractéristique des produits que vous avez. Donc, votre boîte de muffins, pas toutes les boîtes sont les mêmes. On veut savoir comment est-ce qu'elle a été tapée, est-ce qu'elle est flexible, est-ce qu'elle est rigide. Même chose avec les sacs, je veux dire, est-ce que c'est un sac poreux, est-ce que c'est un sac en plastique? Est-ce que si j'utilise quelque chose à vacuum sur le sac, est-ce qu'il va complètement se déformer, je ne peux pas bien les empiler? C'est des choses qu'on veut savoir. C'est des choses qu'on doit savoir pour s'assurer qu'on va avoir du succès avec notre projet. On veut bien sûr savoir c'est quoi les types de palettes. Normalement, ici en Amérique du Nord, on est sur du 40 par 48 pouces, mais c'est sûr que ça peut varier. L'auteur de la pile aussi, ça va venir dire, OK, est-ce que j'ai besoin de mettre mon robot sur une axe verticale? Ça va aussi venir gérer la taille finale de mon palettiseur cartésien. Et aussi le motif. Parfois, on a des motifs très simples et ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'une axe de rotation. Et on peut aussi venir prendre plus qu'une boîte à la fois. Donc ça peut être quelque chose au fait d'intéressant pour presque doubler la vitesse d'un équipement, c'est de faire ce qu'on appelle un multi-pick, donc plus qu'une boîte à la fois. On va aussi vouloir, en fonction de l'espace autour, penser où est-ce qu'on va mettre le convoyeur qui va rentrer. C'est sûr aussi qu'on veut un convoyeur qui va être automatisé pour s'assurer d'une entrée régulière des boîtes ou du produit. Et puis, si les boîtes rentrent vite ou s'il y a peut-être des bottlenecks dans d'autres endroits dans l'usine, ben, on va peut-être aussi vouloir penser de mettre des zones d'accumulation ou de buffer. Et bien, puis finalement, j'ai un peu touché là-dessus déjà. L'espace disponible dans l'usine, c'est sûr que ça va venir être un critère de sélection assez important quand on va choisir une solution comme ça. Ensuite, 4 autres critères qui sont un peu plus pour des features un peu plus auxiliaires. Donc, c'est sur le préhenseur. On va passer un peu plus de temps dans juste une minute. Donc, on a quelques options là, mousse, ventouse. On peut prendre quelque chose qui est plus standard ou off-the-shelf ou se bâtir quelque chose de complètement personnalisé ou custom. Et puis, comme je l'ai mentionné, quelque chose de multi-pick aussi. C'est sûr que ça va venir peut-être changer la taille, la configuration d'un préhenseur. Et donc, le préhenseur, c'est ce qu'on met sur le bout de la machine et c'est ce qui va vraiment venir prendre la boîte ou le sac et l'amener du convoyeur à la palette. Il y a plein d'add-ons aussi. Je veux dire, on peut mettre des stack lights, donc des indicateurs de machine qui peuvent dire c'est quoi le mode opérationnel. C'est sûr qu'on veut mettre des systèmes de sécurité s'il le faut. Très souvent, il en faut. Donc, des scrutateurs laser de sécurité. Ça nous permet d'avoir quelque chose qui permet toujours un accès facile. Donc, on n'a pas de porte, on n'a pas de barrière ou quoi que ce soit. Avec des scrutateurs, si on fait une bonne analyse de risque et on les met aux bons endroits, ben, ça va être plus accessible pour un opérateur. Il y a plein d'autres capteurs aussi pour monitorer le statut de la machine, où est-ce qu'il y a des boîtes, combien de boîtes j'ai. Je veux dire, il y a plein d'options. On peut rajouter des capteurs aussi pour pouvoir lire ce qu'on veut de la machine. Et puis ensuite, juste des trucs un peu en extra, ben, c'est sûr que l'approvisionnement d'air et d'électricité, c'est quelque chose assez important. Normalement, pas vraiment un problème. Dans une usine, on a normalement de l'air comprimé, surtout si on va aller avec un préhenseur à vacuum. Et puis en extra, on peut toujours penser, est-ce qu'on veut mettre un lecteur de code barre? Est-ce que je veux mettre ça aussi dans mon système qui gère toute l'usine pour savoir c'est quoi les produits qui sortent et peut-être imprimer un label qui va aller avec une certaine palette? Ben, c'est des systèmes auxquels on peut penser rajouter à notre cellule. Mais aussi, j'ai mis une petite note aussi sur... Oui, vas-y, Carl.
Non, Patrick, en fait, il y a plusieurs options finalement de possibilités de configuration selon l'espace qu'on a, nos procédés qu'on a actuellement en place dans l'entreprise. Donc, vous êtes à même de venir vous adapter avec différentes options. Dans le fond, c'est vraiment modulaire. Comme tu disais si bien au début, c'est le type Lego finalement. On l'adapte à notre façon, à nos besoins. C'est ça? Exactement. On essaie d'offrir toutes les options possibles. On bâtit une solution de base qui est très solide et puis après, on a toutes ces options par la suite. C'est ça. Donc, la prochaine section, c'était, comme je l'avais dit, juste peut-être passer un peu plus de temps pour parler des options de préhenseur parce que, comme on l'a vu, les configurations ne vont pas trop changer d'une à l'autre, mais c'est surtout dépendamment du type de produit que vous avez. C'est sûr qu'on va changer la taille de la machine, mais au final, ça va vraiment être le préhenseur qui va définir est-ce que je vais pouvoir faire le projet. Donc, on a deux types au sens général, donc les types de vacuum qui vont prendre de l'air comprimé. Donc, on a des systèmes de mousse ou des systèmes de ventouse. Donc, un système de mousse, ça va être bon pour des surfaces qui sont peut-être pas complètement plates, mais c'est sûr qu'avec des produits qui sont peut-être plus poreux, je vais peut-être avoir des problèmes avec un système de mousse ou peut-être juste de vacuum en général. Les ventouses étant une autre option de vacuum qui vont fonctionner très bien pour des matériaux qui sont assez plats et assez smooth. Dans les options mécaniques, c'est sûr qu'on peut les voir déjà, c'est des systèmes un peu plus intenses, un peu plus gros, un peu plus industriels. C'est pas vraiment des systèmes qu'on va voir sur des bras de robots collaboratifs. Dans ces cas-là, ça va être des bras de robots plutôt industriels qui ont quand même des charges très importantes. Mais pour une fourche comme ça, par exemple, donc ça pourrait peut-être être pour une boîte en carton qui est si lourde qu'on n'est pas capable de la prendre par le dessus. En principe, on peut prendre la boîte vide, mais quand on met le poids, elle se déforme trop et on brise le vacuum sur la mousse. Donc, il faudrait prendre une fourche comme ça. Ou peut-être la pince pour sac aussi. Parfois, quand on utilise un vacuum, ça vient déformer le sac trop. Et quand le sac est déformé, je commence à les empiler. L'empilement va être tout croche. Et donc, ça aide à éviter ça quand on utilise une pince pour sac. Et donc, ces types de préhenseurs, on peut les mettre sur les robots cartésiens ou les palettiseurs cartésiens. Et finalement, une pince pour carton, ça peut être utilisé, par exemple, pour les boîtes qui sont ouvertes. Donc, on peut penser des boîtes qui contiennent des fruits ou des choses comme ça, des cas assez communs. Donc, si je comprends bien, Patrick, il y a des types de préhenseurs pour chacun des catégories d'items, en fait, à palettiser, soit des sacs, des choses incongrues, des boîtes qui ont toujours la même forme. Fait qu'il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Ce que je comprends là-dedans, c'est qu'il y en a un pour chaque utilité ou chaque item qu'on cherche à palettiser, c'est ça? Exactement, Carl. Donc, ce qu'on cherche, c'est de trouver le préhenseur le plus adapté, le mieux adapté pour la gamme de produits que vous allez avoir. Ça se peut parfois, c'est sûr qu'on essaie d'éviter qu'il va falloir plus qu'un préhenseur par application, mais au final, c'est vraiment de trouver celui qui va être le mieux adapté et qui va faire la gamme la plus large des produits qu'on a. Et ensuite, pour s'assurer que le préhenseur choisi va fonctionner avec ces produits, c'est sûr qu'on peut se baser, si on a un produit relativement standard, disons une boîte de carton qui ne va pas être trop lourde, on est très confiant qu'un système de mousse de ventouse va fonctionner. Quand on tombe dans des cages, dans une boîte de carton un peu plus lourde, où on n'est pas sûr si elle va se déformer, ou un sac quelconque qui est peut-être un matériel de fibre naturelle ou quelque chose du genre, là, c'est sûr, comment est-ce que je vais m'assurer que mon préhenseur va fonctionner? En fait, ce que je vais faire, c'est des tests au final. Et Venchin, on a certains de ces équipements chez nous. On travaille aussi avec des partenaires qui sont spécialisés dans les préhenseurs et on vous propose de nous envoyer vos produits. On va faire des tests. C'est sûr, pour une gamme de produits très large, on ne va pas tous les tester. C'est peut-être pas faisable, mais on va choisir les cas typiques qui vont nous donner assez de confiance, les cas limites, disons, qui vont nous donner assez de confiance qu'on va pouvoir faire toute la gamme de produits. Si jamais, Patrick, mettons, j'avais à alterner, mettons, tout dépendamment de mes produits, entre un préhenseur à mousse et à ventouse, est-ce qu'il faut également réadapter tout le système là, de robotique cartésien et la cage qui est formée, là, la cellule de palettisation Vention, est-ce qu'il faut également la réadapter ou on peut déjà prévoir à l'avance qu'il va y avoir une alternative, une alternance entre deux préhenseurs et ça peut très bien se configurer d'avance, autrement dit, c'est ça?
Ouais, c'est ça, très bonne question, Carl, et c'est exactement ça. Si c'est prévu à l'avance, ben, ça va juste être une différente configuration. Ça va être quelque chose qu'un opérateur peut venir choisir. OK, si j'ai changé d'un préhenseur de mousse à ventouse, ben, c'est sûr qu'on va peut-être, on va vouloir un tool changer rapide quelconque pour le changement mécanique. Mais ensuite, dans la configuration de la machine, ben, ça sera juste une option de sélectionner, OK, j'ai changé de gripper, et donc la machine va savoir toutes les distances et tous les offsets du nouveau préhenseur. Donc, on garde ça OK, relativement simple. excellent. Donc, en assumant qu'on a maintenant entièrement configuré notre cellule, ben, peut-être qu'on l'a déjà acheté, on l'espère, ou sinon peut-être on est en train de considérer c'est quoi les prochaines étapes si j'ai déjà configuré, ça va ressembler à quoi après que je l'achète. Et donc, j'avais envie de passer un peu de temps sur comment déployer et opérer une cellule de palettisation. Juste un petit mot de côté sur le processus et comment ça fonctionne avec Vention. Donc, comme je l'ai mentionné au début, Vention, c'est une plateforme de fabrication en ligne. Donc, on offre tous ces outils de la conception au déploiement. On est capable de simuler en ligne et au fait, la commande se place directement en ligne. Donc, on peut tracker sa commande directement en ligne et même si c'est plein de composantes qui viennent de plein de différents fournisseurs, au fait, on doit juste placer la commande à une place. Et donc, on amalgame toutes ces différentes commandes juste à travers Vention. Donc, ça rend le processus très simple. Et donc, ce qu'on offre, c'est plusieurs options de support au déploiement. Donc, chez Vention, puisqu'on essaye quand même de démocratiser l'accès à l'automatisation, pour certaines des solutions, ben, on va au fait offrir une option de déploiement soi-même. Et donc, avec tous les différents guides et les options de support, on a des cas avec des clients où ils ont pu déployer leur machine eux-mêmes. Donc, quand on met des guides d'intégration, c'est un peu la recette qui dit comment bâtir cette machine. Je me mets avec un guide d'utilisateur et de démarrage rapide. Mais ça nous permet d'être assez indépendant si on veut déployer sa propre machine et on a les bonnes connaissances techniques pour le faire. Donc, ça, c'est une option. On a aussi des options de support à distance. Donc, même si on veut faire un déploiement soi-même, ben, on veut peut-être un support bundle quelconque pour avoir des employés de Vention, de notre équipe de support qui va être là pour vous quand vous en avez besoin. Donc, on peut s'acheter des banques d'heures. Et puis finalement, ben, si ça devient une machine un peu trop complexe pour nous, et on veut vraiment un déploiement plus clé en main, donc l'équipement est envoyé chez vous, il est assemblé, il est tout wiré, on va faire des tests et tout ça, ben, on peut aussi avoir un déploiement clé en main. Et au fait, Vention, on a un réseau d'intégrateurs certifiés qu'on peut envoyer à vos usines pour avoir ce type de déploiement aussi, un peu plus clé en main. Donc, plein de différentes options ici au support au déploiement. Puis je pense aussi, Patrick, que vous avez une section dans votre plateforme en fait de configuration où ce que d'autres personnes ont déjà configuré certains setups en fait de systèmes de palettisation ou avec lesquels on peut s'inspirer puis partir. Ça nous évite peut-être de partir devant une page blanche, comme on dit aussi. Oui, exactement. Donc, au lieu de partir devant une page blanche et de commencer de zéro, ça ressemble à quoi palettiser, ça coûte quoi, c'est quoi ses composantes. Ben, comme Carl l'a mentionné, ben, on a une section qui s'appelle les Public Designs, comme on le dit, donc les designs publics qui ont été publiés ou par des employés de Vention ou par un de nos comptes officiels ou par nos utilisateurs Vention. Et puis de là, on peut s'inspirer de ce que les gens ont bâti. Et donc, ça va nous donner une idée de, ben, premièrement, comment est-ce que ces types de pièces sont utilisées dans une machine, à quoi ça ressemble peut-être un palettiseur quand je mets tout ensemble, et ça va même nous donner une idée du coût aussi de ces types de solutions. Est-ce que ça donne aussi une idée au niveau de faire une genre de petite simulation aussi dedans à partir quand on design notre palettiseur, Patrick, est-ce qu'on peut faire une simulation avec une boîte, voir un peu ce que ça pourrait donner? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible aussi? Donc, on est capable de faire des simulations des axes. Donc, on est capable de faire bouger la machine et simuler les mouvements pour ramasser les boîtes et au fait faire l'empilement des boîtes comme ça serait selon notre motif qu'on va avoir pour nos propres palettes. Ça, au fait, c'est quelque chose qu'on va déployer prochainement qui va vous permettre de pouvoir simuler, ça va avoir l'air de quoi avec mes boîtes et mon motif, en fait. Donc oui, c'est quelque chose qu'on OK. peut déjà faire un peu dans la simulation et c'est sûr qu'on va rajouter, on travaille activement sur rajouter plus de fonctionnalités là-dessus. Excellent.
Donc ensuite, une fois que la machine est toute assemblée, il y a un peu de configuration à faire juste pour s'assurer que tous les axes sont bien définis avec les moteurs et tous les capteurs. Puisque les machines restent relativement standards, il n'y a pas trop à faire ici. Ensuite, c'est vraiment dans l'interface utilisateur où on a mis beaucoup de travail. Donc, c'est ce qu'on appelle le Palletizer Machine App ou le Machine App Palettiseur, qui est une interface vraiment intuitive. Donc, ça, c'est vraiment où l'opérateur va vivre. Il va pouvoir choisir ses recettes de palettisation. Donc, selon la journée, c'est quoi le produit qui va venir sur cette ligne, sur la palette A et la palette B, donc gauche et droite. Et puis ensuite, ils vont juste cliquer sur Play et puis la machine va rouler à continu jusqu'à ce qu'il n'y a plus de produit. La machine ne va pas palettiser s'il n'y a pas de produit. Donc, vraiment une interface assez intuitive sur un touchscreen qui vit devant la machine. Donc là, je suis juste en train de montrer le cas pour le cartésien, mais c'est sûr que ça se ressemble aussi pour le robotique. Et ça veut dire, Patrick, dans le fond, que quelqu'un peut reprogrammer des séquences lui-même, changer les axes X, Y de la séquence, en fait, de palettisation, ou ils peuvent aussi avoir l'assistance des gens chez Vention pour les assister à déjà faire la pré-programmation, en fait, de leur séquence de palettisation, c'est ça? C'est ça, au fait. Donc, c'était le prochain point ici, c'était de montrer un peu comment on peut être indépendant quand on veut faire nos propres séquences de palettisation. Donc, au fait, on ne donne pas autant le contrôle sur programmer qu'est-ce que l'axe X et Y et Z vont faire. On ne veut pas que les gens rentrent dans ce niveau de codage. C'est sûr qu'il y a du troubleshooting qu'on peut faire, mais toute cette configuration qu'on voit ici, c'est des étapes de 6. C'est un processus de 6 étapes où on peut juste créer ses propres layouts de palettes sans écrire une seule ligne de code. Donc, je mets mes boîtes, je définis la taille des boîtes, la taille de mes palettes, puis ensuite, je peux créer mes layouts, donc le motif de boîte, comment elles vont être configurées. Je bâtis le layout de mes palettes aussi. Et puis, au final, moi, ce que ça me donne, ça, c'est une matrice de points. Et avec ce matriciel de points, je peux juste l'envoyer à ma machine et la machine va savoir quoi faire. Donc, où venir chercher la boîte selon sa dimension et comment aller les placer une après les autres sur les palettes. Et que ce soit pour un produit ou deux, une palette ou deux, tout est pris en charge automatiquement. Donc, pas une seule ligne de code. C'est une interface assez friendly pour l'utilisateur, comme on voit ici, entièrement visuelle. Donc, côté performance, on s'entend que tout l'équipement que Vention peut fournir, autant au niveau des systèmes de contrôle que de l'armature en tant que telle, je pense que c'est des systèmes quand même assez performants, Patrick, hein, c'est ça? Oui, absolument. Donc, quand on parle de la performance des systèmes en robotique, donc les bras de robots vont aller à peu près presque 12 pics par minute. Ça, c'est pour des cas non collaboratifs. Donc là, on va devoir mettre des enceintes de sécurité autour. Sinon, ces systèmes en mode collaboratif vont aller à peu près 4 ou 5 boîtes par minute. C'est sûr que c'est peut-être un peu plus lent, mais pour plein d'entreprises, au fait, c'est beaucoup déjà. Et au fait, si ça nous permet de rester dans le mode collaboratif sans enceinte de sécurité ou même capteur de sécurité, c'est sûr que c'est un avantage énorme en termes de coût et d'espace que ça prend dans l'usine. Quand on va vers les systèmes cartésiens qui sont beaucoup plus puissants, eux, ils vont prendre à peu près, ils vont aller à peu près 4 boîtes par minute. Et puis quand on parle de système de sécurité, tous les capteurs Vention, etc., tout ça, si on s'y connaît, c'est du PLD-E. C'est le PLE, c'est le rating de la sécurité de tous les systèmes de sécurité chez Vention. Donc ensuite, je voulais passer un peu de temps juste pour passer à travers une ou deux études de cas, juste pour montrer à quoi ça pourrait avoir de l'air dans un vrai projet client. Donc le premier ici, c'est un palettiseur cartésien simple, donc avec une seule palette ici. C'est sûr qu'il est monté pré-installation sur la ligne finale ici, mais donc c'était quelque chose pour des boîtes de carton de 9 kg. Donc quelque chose d'assez standard. On a pu utiliser un préhenseur de mousse aussi assez standard. Ce préhenseur de mousse ne pèse même pas 2 kg, donc vraiment quelque chose d'assez simple. Vraiment très flexible pour les boîtes qu'ils avaient qui n'étaient pas tapées de façon très régulière. Donc ça permettait, la mousse permet bien de contourner toutes les petites bosses et ce qu'on a sur le dessus de la boîte. Et comme on peut le voir ici, au fait, c'est deux palettes surélevées parce qu'au fait, dans le système final, on avait un chargement et déchargement de palettes automatisées. Et donc ça permettait d'avoir une autre zone d'accumulation pour après le système de palettisation. On avait des palettes pleines, au fait, de boîtes. Donc voici une option où on avait un palettiseur simple.
Et voilà le cas qu'on avait vu tantôt dans la vidéo, dans une des premières vidéos, donc le cas de Ensulfort. Ça, c'est une compagnie québécoise, au fait. Eux, ce qu'ils fabriquent, c'est un produit, la surface du produit est faite de bois, mais au fait, c'est un produit d'isolation préfabriqué pour le commercial et résidentiel. Et donc, c'est un produit relativement lourd, peut-être pas pour une machine à 18 kg, mais c'est sûr que pour un opérateur, ça devient quelque chose d'assez lourd, surtout si on doit le faire la journée longue et lever ces grosses boîtes et les mettre sur une palette. Et c'est des grosses boîtes aussi, donc il n'y a pas vraiment une bonne façon de les prendre. Il faut vraiment se mettre d'une façon non ergonomique. Donc, c'était vraiment quelque chose de très important pour l'entreprise Insulfort à régler et trouver quelque chose pour combler ce besoin pour garder les opérateurs. Et puis aussi, c'était un cas où ces gros produits-là ne sortaient pas à une fréquence archi régulière. On parlait peut-être de 3 par minute. Et donc, ça venait perturber les opérations. Donc, dans l'usine, il y avait quelqu'un qui venait à la cellule de palettisation manuelle. Il y venait peut-être une fois quelques minutes. Et il devait laisser un autre travail, il devait interrompre ce qu'il faisait pour venir à la cellule et puis mettre les boîtes. Et donc, en ayant le système de palettisation Vention, comme on le voit ici, on a mis un joulin plug and pick, comme on l'appelle, un autre préhenseur de mousse qui fonctionne très bien avec le bois. Ce qu'on a pu faire ici, au fait, c'est de libérer cet opérateur et d'éviter qu'il y ait un opérateur qui doit être dans une position non ergonomique avec un produit de bois qui était peut-être un peu trop lourd pour être manié la journée longue. Ben, c'est une belle, deux belles études de cas que tu viens de nous présenter, Patrick. Mais moi, il y a une question qui vient à l'esprit. Encore là, je me mets dans la peau d'une entreprise manufacturière dans le domaine de la transformation alimentaire. Ça peut représenter combien, exemple, en termes de dollars monétaires, là, un système comme on voit à l'écran présentement? Autour de environ. La question à 1 million de dollars, comme on dit. Donc, en premier, au fait, je veux souligner, comme je l'ai mentionné avant, les designs publics, donc les designs publiés sur la plateforme Vention, on peut au fait voir le coût de l'équipement directement en ligne. On ne cache pas le prix d'aucune de nos composantes. Donc ça, au fait, c'est le prix du set de hardware. Donc c'est sûr qu'il y aura peut-être des services si on veut avoir quelqu'un qui va venir le déployer chez nous. Mais une solution comme ça, par exemple, si j'allais la voir sur le site Vention, ça va aller aux environs de 95 à 100 000 US. Donc ça, c'est le prix de l'équipement hardware. Si on veut rajouter ensuite l'expédition de l'équipement chez notre usine, dépendamment d'où on est, et puis ensuite avoir les services d'un intégrateur qui va venir chez nous, tout assembler, commissionner, faire de la mise en marche pour un clé en main, ça va peut-être tourner plutôt aux alentours de 130 à 150 000 US, dépendamment des options qu'on va choisir pour notre cellule de palettisation. Donc c'est à peu près ça. Pour le cartésien, donc pour les gens qu'on voit là. Pour les cellules de robotique, puisqu'elles sont plus petites, ça peut parfois être moins cher aussi. Donc elles vont peut-être aller jusqu'à à peu près 100 000 si on n'a pas trop d'options qu'il faut rajouter. C'est sûr que quand on commence à rajouter des options de chargement et déchargement de palettes et peut-être des axes verticales pour les robots, on peut venir aussi, on va revenir peut-être à ce niveau de à peu près 150 000, mais celle-là, même déployée, on peut avoir quelque chose aux environs de 100 000 $ pour les cellules robotiques. Puis, je sais qu'il n'y a jamais une bonne réponse, Patrick, mais mettons, au niveau, en termes de retour sur investissement, on parle sur un horizon de combien à peu près? Je sais que c'est très, très variable parce que tous les systèmes de palettisation peuvent être différents, mais admettons là, qu'on aurait à l'évaluer, on regarde ça sur un horizon de 12 à 36 mois, tout dépendamment des cas. Est-ce que c'est le cas ou... Ça commencerait à 12. Très rarement, on va aller en dessous de 12. Peut-être avec certains projets de palettisation robotique plus petits, où on n'a pas besoin d'enceinte de sécurité, on peut vraiment déployer tout ça nous-mêmes. On peut même retrouver des 8 mois, mais c'est sûr que c'est peut-être plus du 12 à 24. Je n'irai pas jusqu'à 36. C'est rare qu'on va avoir un rendement dans 36 mois. Donc, ça serait plutôt du 12 à 24 ou même du 12 à 18 mois. Mais donc, c'est sur comme un tu l'as dit, horizon tout quand dépend. même... Un horizon très attrayant. Ouais. Non, c'est ça, exact. Ben, c'est super intéressant, Patrick. Vraiment intéressant comme système, effectivement.
Et c'est ce qui conclut notre segment, Patrick, de l'atelier, en fait, que vous avez donné sur la conception, déploiement, l'opération d'un palettiseur. On sait que tu aurais probablement pu nous en parler pendant au moins 1 heure de plus, Patrick, parce qu'on le sait, hein, tu nous as fait une synthèse très, très rapide des possibilités de ce que vous offrez comme système de palettisation et tout autre système également. Hein. C'est ça qui est intéressant avec votre concept, en fait, chez Vention, c'est que vous pouvez faire beaucoup de cellules, en fait, de différentes étapes de procédés d'automatisation. Là, aujourd'hui, on a couvert la palettisation, mais on sait que c'est beaucoup plus vaste que ça. En fait, c'est aussi vaste que l'imagination de vos clients, j'ose espérer. Puis je pense qu'en tant que client ingénieur, ils doivent avoir beaucoup d'imagination. En tout cas, moi, je suis allé faire un tour sur votre tableau où il y a toutes les machines que vos clients ont faites et il y en a déjà une belle multitude. Ça peut d'ailleurs inspirer les gens à pouvoir se monter différents systèmes aussi. Puis ce qui est le fun aussi avec votre outil, moi je l'ai testé à quelques reprises, c'est que tout au long de la construction, de la mise en place de notre cellule, si on veut, on voit le prix des items s'ajouter. Donc on est, comme tu disais tantôt, Patrick, c'est très transparent. Vous savez exactement, on sait exactement où est-ce qu'on est rendu, le temps d'assemblage, tout ça. On reçoit le kit, le guide d'assemblage également qui est fourni avec. Donc c'est vraiment super. En tout cas, nous, on est très fiers de vous avoir comme membre chez nous. On est très fiers de vous parce que vous êtes une entreprise québécoise également. Pas qu'on veut être chauvin, Patrick, mais en même temps, on s'est donné comme mission au RAI, à l'Usine Bleue, de promouvoir, de mettre en valeur nos entreprises québécoises. Hein, parce que des fois, on est un peu comme les îles de la Madeleine. On est un secret trop bien gardé, malheureusement. Puis nous, on veut vous faire connaître. On sait que vous êtes très, très connus à l'extérieur du Québec, hein, aux États-Unis, à travers le monde. Hein. Des fois, on dit nul est prophète en son pays, mais nous, on va s'organiser pour que vous puissiez être connus de plus en plus. En terminant aussi, Patrick, je tiens à souligner que tu vas être dans quelques minutes aussi dans le groupe de discussion. Donc, tous ceux qui nous écoutent présentement, qui ont des questions, hein, parce que moi, j'en ai eu des questions, mais probablement que vous en avez une tonne d'autres questions. Il y a ton collègue Patrick Hall de chez Vention qui va prendre ta relève, Patrick, pour aller animer ce beau groupe de discussion-là. Évidemment, Patrick va avoir des questions pour vous. Hein. Le but, c'est de créer cet échange-là, des questions, puis il n'y a pas de mauvaises questions, on vous le rappelle, hein, toutes les questions sont bonnes à poser. On le sait, l'objectif qu'on a dans ces journées-là, c'est de démocratiser justement ces belles technologies-là pour vous permettre de comprendre dans quelle optique vous pouvez les utiliser, à quoi ils peuvent vous servir, ainsi de suite. Donc, n'hésitez pas, parlez d'argent, de retour sur investissement, posez toutes vos questions. Puis les autres qui vont écouter dans le groupe de discussion aussi, il ne faut pas oublier qu'ils ont probablement des fois les mêmes questions que vous, puis ils vont probablement être contents que ce soit vous qui la posez pour avoir la réponse. Donc, on vous invite à être activement participant dans ces groupes de discussion-là. Super. Merci beaucoup, Carl. Ça fait vraiment plaisir. Merci de m'avoir donné le temps aussi. C'est sûr, on est fiers d'être une entreprise québécoise. On est basé ici à Montréal, comme je l'ai mentionné. Donc, on a la plateforme digitale, mais on a aussi un laboratoire d'applications. On a des machines, on a des robots. Si vous voulez venir les voir, c'est peut-être un peu difficile avec la COVID, mais on peut faire des démos virtuelles. Ça nous fera plaisir de vous montrer un peu ça ressemble à quoi en vrai aussi. Comme on l'a vu sur les 2 vidéos-là. Mais donc, ouais, ne pas oublier, il y a la séance de discussion à l'Usine Bleue et on a hâte de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Patrick. Et c'est ce qui conclut notre bel atelier Vention sur la conception, déploiement et opération d'un palettiseur. On espère sincèrement avoir répondu à plusieurs de vos questions. En fait, on souhaite que vous soyez plus informés à la fin qu'au début. Hein? On souhaite avoir réussi ce tour de force-là. N'hésitez pas, on vous rappelle, allez au groupe de discussion. Ça va faire plaisir. Patrick de chez Vention va pouvoir discuter avec vous, répondre à toutes vos questions. Moi, je vous dis, je m'appelle Carl Fugère. Je suis directeur général du RAI, le regroupement des entreprises en automatisation industrielle, et nous avons été très fiers de vous présenter cet atelier-là dans le cadre de nos journées de l'industrie de la transformation alimentaire présentées en collaboration avec le Fonds de solidarité FTQ. Merci et bon groupe de discussion!